Les amis, j'espère vous portez toutes et tous très bien. Ça va être le premier débrief des matchs de pré-saison du Barça. Parce que pour la première fois, je pense qu'il y a eu pas mal d'enseignements quand même à tirer. Parce que sur les premiers matchs, il y avait tellement de gamins, il y avait tellement de jeunes qui ne joueraient pas de la saison que pour moi, ça ne servait à rien de tirer des leçons. Même là, aujourd'hui, ça ne sera pas non plus des leçons pour la totalité de la saison. Mais je pense qu'on a quand même déjà quelques indications pour le début de la saison. Moi, je pense que sur la première journée de Liga, je vois déjà certaines choses qui sont mises en place. On va en parler. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Ils m'ont fait parvenir ce survêtement que vous pourrez trouver sur leur site. Voilà, des survêtements, des maillots de qualité, soit vous pour vos pays, pour vos clubs. Voilà, tout se trouve sur RepFoot. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors dans la description. Et si vous utilisez le code de réduction Massienne, vous aurez droit à 18% de rabais sur la totalité de vos achats. Revenons au Barça parce que oui, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses positives à retirer, mais également de petites inquiétudes par-ci, par-là, que je vais essayer de relever, en sachant que ce n'est pas non plus la peine de tirer la sonnette d'alarme, que ce n'est pas des conclusions hâtives qu'il faut tirer maintenant, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, mais il y a quand même quelques indications. On va commencer par les petites choses négatives, perso, qui m'ont dérangé sur ces 90 minutes. C'est quelque chose qu'on voit maintenant depuis pas mal de temps, c'est le niveau, par exemple, de Baldé. Baldé, je vous l'ai dit, cette saison, moi j'ai envie que ce soit la saison de la rédemption, parce que j'ai beaucoup d'espoir en lui, je l'ai toujours dit, j'ai même discuté avec pas mal de personnes en privé, je ne peux pas croire en fait que Baldé ait atteint en fait son niveau maximal, parce que ce qu'il montre sur le terrain depuis maintenant pas mal de temps, c'est limite inquiétant. Donc lorsque je le vois comme ça, déjà sur son match de pré-saison la dernière fois contre l'Udinese, et aujourd'hui, lorsque tu vois sa suffisance parfois et son manque de QI football, le QI football c'est tu l'as ou tu l'as pas, mais les qualités athlétiques on sait qu'il les a. Le problème c'est qu'il les utilise mal. Donc lorsque je le vois encore ne pas être alerte défensivement, ne pas être fiable défensivement et offensivement, avant au moins défensivement il était fiable. Mais là ça continue à durer. Pourquoi le Barça va faire revenir Cancelo? C'est en grande partie parce que Baldé ne montre pas qu'on peut lui faire confiance. Et moi, ça me dérange. Du coup, si déjà en pré-saison, tu ne montres pas qu'on peut te faire confiance, attention quand même à ne pas perdre ta place de titulaire dès le début de la saison. Moi, je l'ai dit, je pense que ça va être sa dernière chance au Barça cette année. Si Baldé se vautre de nouveau et qu'il fait une saison similaire à la saison dernière, il y a de grandes chances qu'il parte en fin de saison. Donc c'est le moment de se réveiller, mais pour l'instant, il ne se réveille pas. Donc on va pas encore une fois tirer la sonnette d'alarme. Il revient lui aussi à peine. On sait que c'est un joueur qui prend du rythme et tout, qui part sur de l'explosivité, donc voilà, je lui donnais encore quelques matchs et ne pas jeter à 100% l'éponge par rapport à lui, même si je pense que beaucoup l'ont fait, mais ça reste un peu inquiétant. Autre petite inquiétude, c'est Marc Bernal, que je trouve un peu lourd. Bernal n'est pas prêt, hein. Bernal n'est pas prêt pour un poste de 6. Peut-être qu'avec Pedri à côté de lui, il sera bien mieux, mais Bernal comme seul 6 comme ça, pour gérer en partant de derrière, je pense qu'il n'est pas prêt. Et c'est pour ça, ça me faisait rire lorsque je voyais beaucoup de gens me dire « Oui, on signe Rodri, mais Rodri, c'est pas non plus une nécessité, c'est pas une des priorités. » Frenkie de Jong s'est blessé de 4 à 6 mois. Vous pensiez vraiment que le Barça, qui vise tous les trophées dans toute une saison, allait se pointer avec Bernal, 19 piges comme ça, comme 6, alors que Bernal, c'est même pas un 6 de formation. Alors attention, Bernal, il fait pas un mauvais match. Je pense qu'il fait un mauvais match au poste de 6. Bernal, en tant que box-to-box, en tant que joueur beaucoup plus avancé, je pense qu'évidemment qu'il est capable de faire de meilleures choses. Même à côté d'un joueur, d'un taulier, il est capable de faire de meilleures choses. Mais comme ça, en seul 6, il ralentit le jeu, il touche trop le ballon. Parfois, lorsque tu récupères le ballon, ta récupération est censée être ta passe directe vers l'avant. Mais lui, il doit récupérer, il doit se retourner, il n'a pas de pied droit. Il joue qu'avec son pied gauche, donc c'est un peu handicapant parfois. Lorsque tu as des angles de passe qui s'ouvrent, mais il est obligé de se retourner, de prendre tout son temps, et puis l'action, elle est déjà morte. Donc, parfois, c'est un peu lent, en fait, c'est un peu nonchalant, même j'ai envie de dire. Donc, va falloir qu'il hausse son niveau de jeu, parce que sur cette pré-saison-là, il n'y a pas un seul match où je me suis dit, Bernal, il est prêt, en fait, à prendre le relais, en tout cas, à gérer l'intérim en attendant que les autres soient là.
Demain, le Barça se déplace à Elche avec Bernal comme titulaire. Je suis pas serein à 100%, je vous le dis. Pourtant, Rodri, je pense que même s'il arrive demain, aujourd'hui, pas sûr qu'il soit titulaire à Elche. Je pense qu'il va lui falloir du temps pour revenir aussi dans le rythme et tout. Donc, on va voir Bernal, pas encore une fois à la peine de tirer la sonnette d'alarme. C'est pareil hein, pour Fermín López. Aujourd'hui, je pense qu'il a pas du tout été bon, mais je vais pas non plus lui aussi tirer la sonnette d'alarme parce qu'on connaît les qualités de Fermín. Je vois le contraste avec Olmo. Lorsque Olmo il rentre, c'est différent. Tu vois qu'un joueur il revient d'une Coupe du Monde en pleine confiance et que de l'autre côté il y a Fermín qui est un peu brouillon, qui tergiverse un peu, qui se fait bouger même physiquement, il est pas prêt. Faut pas oublier qu'il revient d'une longue blessure lui aussi, Fermín López. Donc lui, je ne m'inquiète absolument pas. Je sais qu'il va revenir à son meilleur niveau. Il a déjà sorti de bons matchs sur cette pré-saison, même une mi-temps. Donc ouais, Fermín, mauvais match, mais je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il va revenir à son meilleur niveau. Il lui faut parfois un peu de temps lorsqu'il revient de blessure comme ça. En vrai, c'est tout ce que j'avais à dire sur les choses négatives. Maintenant, parlons des choses positives. La première chose, c'est que je pense que Flick prépare déjà l'éventualité de ne pas signer Julián Alvarez. Et moi, je vois beaucoup de personnes dire « Allons-y sur un autre joueur, allons-y sur d'autres, un plan B, un plan C. » On a vu le plan B qui est sorti la dernière fois avec le Luis Suarez du Sporting, là où je sais pas où, le Colombien. Vous voyez que moi, ça m'emballe pas du tout les plans B. Donc, je pense que Flick, il a dû dire à la direction « Je veux que Julián, en fait. Je ne veux que Julián. » Et je pense qu'il a raison de n'insister que sur Julián. Parce que, honnêtement, même sans Julián, je vous l'ai déjà dit, moi, même sans Julián, j'espère que le Barça ne fera pas un panic buy pour aller chercher un 9 mid, surpayer un 9 mid juste pour payer un 9 mid. Je pense, j'en ai la conviction qu'avec un Rodri, avec un milieu de terrain vraiment au niveau top, le Barça a les armes, a les outils offensivement pour faire mal à n'importe quelle équipe en Europe. Lorsque je vois aujourd'hui les prémices de ce que Flick veut mettre en place, parce que c'est clair, moi j'ai vu le 11 de départ, je pensais que voilà, Rafinha allait jouer à gauche, Gordon numéro 9, voilà, logique, ce qu'on aurait pu, je veux dire, imaginer. Mais ce n'est absolument pas ce qui s'est passé. Déjà, à droite, ça a été Eric Garcia qui a débuté. Ça, c'est une chose importante de le préciser. Xavi Espart a joué au milieu. On va parler de Xavi Espart tout à l'heure parce que lui, c'est beaucoup plus qu'un simple prospect. Donc, Xavi Espart au milieu, mais surtout, Rafinha en faux numéro 9. Rafinha en faux numéro 9. Alors, je pense qu'il a eu un peu de mal à débuter, à rentrer dans son match parce qu'il faut naturellement des repères. Mais Rafinha, je le vois parfaitement s'adapter à ce poste-là. C'est très différent du poste de numéro 10 où il a évolué la saison dernière. Moi, ça ne m'avait pas convaincu de Rafinha en 10 parce que c'est beaucoup plus dans les petits espaces. Tu as du mal à te retourner, même si tu as un 9 devant toi. C'est pas du tout le même poste. Alors que lorsqu'il joue à gauche, il a beaucoup plus de liberté. Paradoxalement, c'est lorsqu'il jouait en 10 que j'avais l'impression que Rafinha était beaucoup plus stéréotypé, il avait moins d'espace. Là, lorsqu'il joue au poste de faux numéro 9, je pense qu'il a encore plus de liberté parce qu'il peut se balader absolument partout. Je l'ai vu redescendre vers le milieu pour apporter du surnombre sur les sorties de balles, aérer le jeu, écarter et puis plonger dans la surface de réparation. D'ailleurs, sur le but de Adeyemi, il fait un appel où il est habituellement sur le côté gauche, dans le demi-espace gauche. Ça, c'est le Rafinha habituel, ça. Donc, c'est pas parce qu'il joue là, à ce poste de faux numéro 9 qui sera dénaturé. Moi, je pense que ça sied beaucoup plus au style de jeu de Rafinha. Un joueur total, un joueur qui aime être partout, un joueur limite anarchique. C'est ça, Rafinha. Et par moments, je l'ai vu à gauche échanger avec Gordon qui revenait, lui, au poste de numéro 9 dans l'axe, et ça a été très fluide. C'est ça qui m'a plu. Alors, c'est monté petit à petit crescendo en puissance parce qu'au début, il fallait que Rafinha trouve ses repères avec ses coéquipiers. Mais plus le match avançait, plus je retrouvais en fait un Rafinha à l'aise. J'ai vu du jeu intérieur, quelque chose qui a beaucoup manqué au Barça la saison dernière. Moi, j'ai regardé plein de matchs, j'ai revu plein de buts du Barça la saison dernière. Je regardais les highlights sur YouTube, là. Et franchement, tu voyais que ça manquait beaucoup de jeu intérieur. Et lorsque tu vois Rafinha qui est là, il y a eu des combinaisons avec Gordon, Fermín, Adeyemi qui revenaient un peu plus dans l'axe, mais surtout Xavi Espart, des combinaisons dans l'axe comme ça qui ont failli aboutir à des buts de fou avec un jeu à une touche de balle. Donc ça là, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Moi, je vois ça, je regarde un peu l'attaque du Paris Saint-Germain, ça me rappelle l'attaque de Lucho, parce que là, tu te dis que n'importe qui, en fait, peut apporter du danger. Et tu sais très bien que lorsque tu auras Lamine Yamal à droite, que tu auras Rafinha en faux neuf et Gordon à gauche, ou peu importe, lorsque tu auras Adeyemi à gauche, en fait, tu as une possibilité, tu as des options en attaque limite infinies. Parce que Gordon peut jouer à gauche, il peut jouer comme faux numéro 9, il peut jouer comme 9, il peut même jouer à droite.
Adeyemi, on l'a vu aujourd'hui, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, mais il peut également jouer en faux numéro 9 Adeyemi. Donc tu as pas mal de joueurs qui sont polyvalents dans le même match qui peuvent faire muter à tout moment. Donc ça, là, c'est quelque chose d'imprévisible pour les défenses. Et je pense que c'est là aussi la force du Paris Saint-Germain. Vara, il est très à l'aise à gauche et qu'à gauche. Mais Dembélé et Doué, ce sont des joueurs assez polyvalents qui n'arrêtent pas d'interchanger, de se déplacer en fonction des positions des autres. Donc ça, là, c'est dévastateur pour les défenses. Donc je vois ce potentiel-là, surtout que individuellement, lorsque je vois un Gordon autant en jambes. Moi, vous savez, je regardais beaucoup à l'époque. Je ne vous vois pas que sur cette dernière année, j'ai pas non plus regardé tous les matchs de Newcastle. Mais Gordon, à l'époque, lorsque il y avait les Guimarães, il y avait une belle équipe de Newcastle avec les Isaac, je regardais, je voyais un peu Gordon. Gordon, en fait, dans le jeu, les petits espaces, il a un jeu un peu latin. Vous voyez, dans les petits espaces, les petites touches de balle, fin de passe, ça revient, ça accélère, ça revient. C'est pas un Anglais, en fait, qui va foncer dans le tas H24 comme l'ailier anglais typique. Alors oui, il a toujours le kick and rush d'accélérer parce qu'il y a une pointe de vitesse phénoménale. On l'a vu sur une ou deux actions. Il a laissé son défenseur sur place avant de centrer dans la surface. Ça, c'est du Gordon, mais il a aussi un QI foot très intéressant, Gordon. Il est capable de trouver des passes intérieures, il est capable de trouver des passes directement dans la surface de réparation, il est capable de faire des feintes de tir, des feintes de passe pour ouvrir des espaces pour ses adversaires, mais surtout, son jeu sans ballon, Gordon. Ça va être extrêmement important. Lorsque je vais voir un Lamine, un Gordon, un Rafinha ou même un Adeyemi, je pense que ça peut créer d'énormes dégâts. Et puis, tu vois en fait derrière que Adeyemi, il monte en puissance. Il monte en puissance, que ce soit à droite, à gauche, il va apporter. Avec son explosivité, avec sa vitesse. J'ai vu déjà ici des personnes essayer de l'enterrer parce que Flick a dit qu'il n'a pas fait un très bon match sur son premier match de pré-saison. Ça tirait des conclusions. Les gars, arrêtez de tomber dans la culture de l'instant. Arrêtez d'écouter en plus des gens qui veulent voir Adeyemi se vautrer au Barça pour dire on avait raison. Ou en tout cas parce que ça ne leur plaît pas de le voir partir. Alors moi, je vise évidemment là univers Dortmund parce que ce mec-là, je sais pas qu'est-ce qu'il a contre Adeyemi. Dès que le Barça l'a signé, il a commencé à dire après le premier match raté justement d'Adeyemi, ils s'en rendent déjà compte. Ils s'en rendent compte de quoi? Premier match, laissez-le arriver dans son nouveau club. Moi, si un joueur, Ferran Torres par exemple, je vois beaucoup de gens qui sont en colère contre lui parce qu'il a signé au Paris Saint-Germain. Moi, je m'en contrebalance de Ferran Torres. Ferran Torres, c'est un joueur, un 12e homme qui va forcément faire de bons matchs au Paris Saint-Germain en tant que 12e homme, mais ça ne sera jamais le 9 ultime là-bas. Ça, j'en suis conscient, mais j'ai pas non plus une haine viscérale de Ferran Torres parce qu'il n'en vaut pas la peine. Je vais pas m'asseoir là à faire du hate watch sur Ferran Torres, s'il vous plaît. On parle de Ferran Torres. Donc, lorsque je vois Adeyemi partir de Dortmund et je vois des commentaires en mode « Vous allez voir, on vous refile en gros la patate chaude », frère, tu l'as acheté 22 millions, je crois, à l'époque à Salzbourg, tu l'as vendu quasiment au même prix, il t'a pas créé de problème pour partir. À 1 an de la fin de son contrat, c'est pas comme... En plus, moi, je pense que les fans du Barça ont plus même à en vouloir à Ferran que les fans de Dortmund à Adeyemi. Alors non, il n'a pas montré son plein potentiel à Dortmund, je peux comprendre la frustration, mais c'est pas non plus un mec qui part en crachant sur le club. Il part en leur laissant un bon chèque, c'est tout. Donc laissez-le jouer, laissez-le arriver dans son nouveau club et ne pas scruter ses moindres faits et gestes pour essayer de le descendre. Moi, j'ai confiance en ce joueur, je connais ses capacités, je vous ai déjà sorti une vidéo sur lui, ça a essayé d'attraper ma veste sur les réseaux quand j'ai dit que c'est un joueur extrêmement explosif et aussi dribbleur. Ça a voulu me dire extrêmement dribbleur en mode, ça jouait sur les mots. Moi, pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour ceux qui m'ont écouté, vous savez ce que je veux dire. C'est un joueur extrêmement explosif, mais c'est un joueur aussi qui est capable de dribbler, d'éliminer. Alors non, c'est pas Lamine Yamal en termes d'élimination, mais il est capable d'éliminer. C'est vrai ou c'est faux? Bref, très optimiste pour Adeyemi. Ça sera lui, techniquement, le remplaçant de Ferran Torres. Ça sera lui le 12e homme. Et pour moi, ses qualités sont intrinsèques, sont au-dessus de Ferran Torres. Son explosivité, même sa finition, tout ça sur au-dessus de Ferran Torres. Alors, il lui faudra peut-être du temps pour s'adapter. Mais de toute façon, ça sera toujours mieux que Ferran parce qu'il aura coûté moins cher que Ferran. Il a moins cette pression-là que Ferran lorsqu'il venait d'arriver dans un Barça qui était beaucoup plus en difficulté. Donc moi, je vois un Adeyemi qui aura forcément beaucoup de temps de jeu parce que les places en attaque elles vont commencer à coûter cher. Il n'y a pas de neuf, entre guillemets, de formation, un grand neuf en tout cas pour l'instant. Donc forcément que oui, ça va bouger en attaque. Il aura du temps de jeu et il aura des stats. Parce que ce soir, c'est quoi? Un but, une passe D. Il faut voir la passe D. C'est pas comme s'il est là, il centre dans le tas. Il voit très bien l'appel de Hamza. Parlons justement de Hamza parce que lui aussi, on commence à s'endormir sur lui, mais
Pour le coup, on parle de numéro 9, on parle de panic buy. Pourquoi ne pas lui donner sa chance à lui, en fait? Pourquoi ne pas donner sa chance à un gamin qui a clairement des qualités, un instinct, un flair de buteur pour une nouvelle saison comme ça? Il n'aura pas non plus un temps de jeu énorme, conséquent, mais en sortie de banc, ce mec-là, il sent le but. Il sent le but. C'est le seul profil neuf de toute façon qu'on a en mode Lewandowski, là. Le renard des surfaces qui traîne par là, qui sent les coups, qui sait plonger. Regardez l'action, le but qu'il met, il se détend, il va chercher ce ballon, hein. C'est pas comme s'il était là tout seul et Adeyemi l'a trouvé. Adeyemi, il analyse la situation, il voit Hamza, il voit l'appel de Hamza. Et lorsqu'il envoie le ballon, Hamza est obligé de sprinter pour aller chercher le ballon du bout du pied. C'est une finition clinique, une finition de neuf. Et c'est pas la première fois qu'on voit des gestes de pur buteur de la part de Hamza. Moi, je ne vous mens pas, c'est pas non plus pour faire des parallèles en termes de niveau, forcément, toute proportion gardée, mais c'est du Haaland. C'est du Haaland. Il n'a pas besoin de toucher le ballon 40 fois, 50 fois dans le match, mais à chaque fois qu'il va le toucher dans la zone, ça va être danger, ça va être but. Donc lorsqu'il sera alimenté par des joueurs, que ce soit Lamine ou Adeyemi ou Gordon ou Rafinha, forcément qu'il va planter. Moi j'ai confiance en ce gamin-là. Le Barça ne l'a pas signé par hasard et c'est un peu la même chose pour BCU. Et là-dessus, on ne peut que remercier Dro Fernandez. Je vous l'avais dit, j'avais sorti une vidéo par le passé en vous disant que les signatures de Hamza, de BCU et tous ces jeunes-là, ce sont en fait les signatures qui ont été faites grâce au départ de Dro, grâce à l'argent qui avait été encaissé pour Dro. Deco et Joao Amaral, ils étaient allés signer 5 ou 4 jeunes comme ça un peu partout pour réinvestir cet argent-là pour des joueurs d'avenir. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que si un seul de ces joueurs réussit à avoir une place en équipe première, à être utile, c'est jackpot. Et là, on voit Hamza qui a l'air très prometteur au poste de numéro 9, un poste déficient au Barça. On voit aussi BCU qui a eu un premier match très timide, dans la nonchalance, c'était pas ça. Et puis là, tu vois petit à petit ses qualités de finisseur, ses qualités d'appel de balle. Parce que moi, je suis pas encore convaincu qu'il est prêt pour le plus haut niveau BCU. On ne le verra pas non plus H24 au Barça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'il pourra gratter des minutes par-ci, par-là en sortie de banc vers la fin de match. Et là-dessus, je pense qu'il a déjà lui aussi une vraie qualité de finition et d'appel de balle. Il a encore beaucoup à faire, à progresser. Ça se voit hein, qu'il se fait bouger parfois et que dans l'intensité, c'est pas un joueur intense. Ça, c'est Flick qui va devoir lui inculquer ça. Il est jeune, c'est maintenant qu'il va falloir le modeler en fait à l'image de ce que tu veux en faire, mais ça va progresser, c'est très jeune, 19 piges certes, mais c'est pas comme Lamine Yamal. Lamine Yamal c'est un alien et tu vois voilà qu'il se trouve lorsqu'il rentre dans la surface, BCU, il fait l'appel qu'il faut pour venir planter ce but, mais surtout son premier but, moi ça résume ses qualités. Fin de frappe, crochet extérieur droit, boum, il va chercher la lucarne. Ça, là, ce sont les signes, en fait, d'un joueur de qualité, qui a quelque chose en plus. Ce n'est pas un crack, moi je ne pense pas que ce soit un crack, mais c'est un joueur qui peut progresser pour devenir un joueur de complément, un joueur intéressant, en fait, BCU. Donc, à surveiller, pas s'emballer non plus parce qu'il a mis un doublé. Dans le jeu, je trouve encore qu'il doit progresser, mais voilà, il montre voilà, des signes assez intéressants qui donnent de l'optimisme pour son avenir au Barça. Je vous ai parlé donc de Xavi Espart un peu plus tôt dans la vidéo. Aujourd'hui, le milieu était composé de Xavi Espart, de Fermin et de Bernal. C'est-à-dire deux mecs qui étaient titulaires quasiment la saison dernière au Barça, ou en tout cas qui avaient beaucoup de temps de jeu. Et pourtant, c'est lui qui était le patron au milieu de terrain. Xavi Espart. Donc que ça soit au milieu, que ça soit en tant que latéral droit, ce joueur-là, moi je suis conquis. La saison dernière, je me disais, il m'en faut plus. J'aimais bien ce que je voyais à ce poste de latéral droit parce que tu voyais déjà la personnalité avec laquelle il jouait, tu voyais le vice qu'il avait, tu voyais les qualités qu'il avait balle au pied, sa qualité de passe, tout ça. Mais cette saison, je suis conquis en fait. Déjà, avec sa compétition aussi, avec sa sélection durant l'intersaison, tu vois qu'il prend en confiance et que chaque toucher de balle, en fait, c'est soit un contrôle orienté pour se mettre dans le sens du jeu, c'est soit envoyer un caviar. Le jeu intérieur, c'est grâce aussi en grande partie à lui. Hein. Donc, c'est très prometteur ce que je vois. Je pense qu'il va avoir une vraie carte à jouer cette saison, surtout avec le potentiel départ de Casado. Ça, c'est le profil, en fait, que Casado aurait dû être. Alors, on va pas non plus s'enflammer pour des matchs de pré-saison. Casado a fait des matchs un peu similaires face au Real, face au Bayern, tout ça. Donc, on attend que Xavi Espart nous montre cette consistance-là dans les matchs aussi où on aura besoin de lui en Liga et en Ligue des Champions. Mais la qualité, elle est là. La qualité, elle est là.
Donc ça, c'est indéniable. J'ai hâte de le voir davantage, Xavi Esparce. Je pense qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu qu'on ne le pense. Donc voilà. Globalement, j'ai vu un Barça, encore une fois, très fluide, qui trouvait des attaques un peu partout, que ce soit sur le côté gauche, le côté droit. Olmo qui revient sur le rythme de sa Coupe du Monde. En fait, il est là lancé. Je pense que c'est lui qui est parti pour débuter la Liga. Il est en confiance et ça se voit. La passe qu'il donne pour Bissou, là, sur le premier but de Bissou, c'est une passe Olmesque. Parce que là, dans cette zone du terrain, lorsque tu arrives là et que tu laisses Olmo face au jeu, c'est déjà fini pour toi. Là, c'est fini pour toi. Donc, lorsqu'il a du temps et de l'espace là, déjà qu'il n'a pas besoin d'habitude de temps et d'espace lorsqu'il arrive dans cette zone du terrain, c'est un magicien, Olmo, et il a créé en partant de rien. Et voilà. Globalement satisfait de ce match-là. J'ai hâte de voir plus au Gamper parce que je pense que ça sera le dernier match avant la Liga. La Liga a d'ailleurs débuté. Hein. Donc le Barça et le Real joueront la semaine prochaine, le week-end prochain. Le Gamper, ça sera les derniers réglages. Je vous prépare une vidéo sur Rodri une fois qu'on aura le Here We Go. Et ouais, pas mal de choses intéressantes qui m'ont plu. Donc on se retrouve les amis très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.